pour éviter... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle balade que nous aurons le plaisir, l'immense plaisir de faire en compagnie de Catherine Tricot. Bonjour Catherine. Bonjour Mourad. Vous êtes journaliste depuis longtemps et directrice du magazine Regard. Vous allez fêter vos 100 ans dans 2 ans maintenant, avec d'ici là plusieurs événements dont vous nous parlerez. 100 ans, j'ai envie de dire, vous ne les faites pas. C'est très impressionnant d'avoir un magazine je parle du magazine bien sûr, d'avoir un magazine qui dure depuis autant de temps, mais nous en reparlerons bien évidemment. Je me suis amusé à taper votre nom sur Google et la première occurrence qui apparaît, c'est quelle tendance politique? Je vais vous poser la question. Disons que moi, en tant que personne, j'ai été très longtemps membre du Parti communiste. Je l'ai quitté maintenant, ça fait une paire d'années, je ne sais pas, 20 ans à peu près. Donc on va dire que je ne suis plus affiliée à ce parti en aucune façon, mais que mes idéaux, mes convictions restent de ce côté-là. Donc du côté de l'anticapitalisme, de la gauche critique, de la gauche radicale. Voilà, ça, c'est mes convictions. Et quant à Regard, on est tous plus ou moins dans cette veine-là, avec beaucoup de différences entre nous. On a à peu près tout le spectre de la gauche française dans la rédaction. Et donc, ça nous donne à la fois un positionnement et en même temps, on n'est pas partisan. On est vraiment... on essaye de se dire que la politique, c'est intéressant de la regarder, de la discuter. Parfois, on prend parti, mais pas systématiquement. Et en tout cas, quand on prend parti, ce n'est pas partisan. On ne dit pas « vive le Parti communiste »,« vive les écologistes »,« vive le NPA »,« vive la France insoumise ». Bon, il y a tout ça chez nous, mais rien de tout ça ne fait partie de nos objectifs. Voilà. Alors, je vous invite évidemment à vous faire votre propre opinion en allant voir regard.fr et en consultant ou en vous abonnant à la newsletter quotidienne qui donne justement les angles d'attaque sur l'actualité française, mais pas que. Notamment, alors là, ça porte, puisque nous sommes à l'approche de la fête de la musique, ça porte sur l'interdiction faite à la France insoumise d'organiser Place de la République à Paris un concert. Hein, c'est une tradition, mais qui n'est visiblement pas respectée. Une tradition de pouvoir faire ce qu'on veut ce jour-là en termes musical. Pourquoi ça vous semble important d'avoir parlé de ça ? Parce que d'abord, ça n'a aucun sens. Comme vous venez de le rappeler, l'année dernière, la France insoumise avait fait un concert le 21 juin. Ça n'avait posé de problème à personne. Ça, c'est la première raison. Donc, on ne comprend pas pourquoi cette année, ça pose problème. La deuxième raison, c'est que, en fait, le préfet argue de cette interdiction parce qu'il y aurait des gens qui lui semblent non recommandables. Alors, par exemple, Assa Traoré, parce qu'elle elle participe des mouvements qui dénoncent la police et qui, dans les manifestations, disent « tout le monde déteste la police ». Bon, on a le droit de dire « tout le monde déteste la police », on a le droit de ne pas le dire, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on ne peut pas interdire à une organisation de faire un concert au prétexte que quelqu'un qui viendra peut-être, en l'occurrence ce n'est pas certain et ce n'était pas annoncé, dit « tout le monde déteste la police ». Pareil pour le chanteur Medine. C'est un rappeur qui est harcelé véritablement dans son travail de musicien. Et ou bien on le met en justice, on lui interdit, voilà. Mais si ce n'est pas le cas, il y a... je veux dire, on est vraiment dans l'arbitraire absolu. C'est-à-dire, on suppose que ces gens-là peuvent venir, que peut-être ils vont dire que tout le monde déteste la police, et peut-être que du coup, les gens ne vont pas être d'accord avec la police. Non, mais stop, quoi. Les gens, d'abord, ils n'ont pas besoin d'Assa Traoré pour se faire leur opinion sur la police. Et de toute façon, on a le droit de contester la police. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de dire qu'il y a un problème avec la police. Et il se trouve que cette semaine vient d'être rendue une étude très importante par Human Watch qui montre que les garçons des cités populaires, notamment noirs et arabes, sont harcelés par la police. Alors maintenant, on les emmène plus en prison, mais on leur colle des amendes. Donc il y en a qui n'ont même pas 18 ans, ils ont plus de 30 000 € d'amende parce qu'ils ont craché par terre, parce qu'ils ont fait une trapège nocturne, parce qu'ils étaient réunis en bas de l'escalier, enfin des choses
qui peuvent se régler, mais là, maintenant, on met des amendes. Alors, non seulement on contrôle au faciès, parfois 20 fois par jour, mais en plus, à chaque fois, on colle une amende sur des faits qui sont peu tangibles et qu'on ne peut pas contester. Donc, il y a véritablement du harcèlement et un obstacle, parce que quand commencer sa vie avec 30 000 euros d'amende quand vous avez 18 ans, pardon, mais c'est un gros problème. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un compte bancaire parce que vous allez être saisi de tous vos revenus sur ce compte bancaire. Enfin, donc c'est véritablement très, très problématique. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde déteste la police? Ça, on peut en discuter. En tout cas, qu'il y a un problème avec la police, ça, je pense que c'est indiscutable. Oui, je vous renvoie d'ailleurs vers nos excellents confrères de Street Press qui avaient fait déjà, alors ils le font régulièrement, hein, ils traitent régulièrement les questions policières et de discrimination, mais qui avaient fait un excellent reportage sur les policiers qui arrondissaient leur fin de mois avec ces fameuses amendes qui visaient évidemment les plus faibles et qui avaient une parole qui était incontestable devant les tribunaux, et que du coup la parole d'un jeune issu de l'immigration et de banlieue face à un policier, évidemment, ça ne pèse pas lourd. Je voudrais revenir à l'actualité immédiate. Comme vous le savez, il y a eu une mise en scène de la part de Trump au château de Versailles avec la signature de l'accord Iran-USA. Ce qui a créé évidemment la fureur de Netanyahou, qui annonce qu'il va continuer. Comment jugez-vous la responsabilité d'Israël dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient? Alors, très clairement, celui qui est à la manœuvre et celui qui pilote les opérations, c'est Netanyahou. Lui, il est dans une stratégie qui concerne d'abord sa propre personne, ensuite son parti et l'idée qu'il se fait de l'avenir d'Israël. Et l'idée qu'il s'en fait, c'est de développer à l'infini le territoire et la puissance d'Israël dans un monde de chaos. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le 7 octobre, Netanyahou n'a eu de cesse que d'attaquer ses voisins, la Syrie, le Liban et les territoires palestiniens, pour agrandir son territoire et par ailleurs semer le chaos dans les autres pays, notamment l'Iran. Et donc il a poussé Donald Trump dans cette guerre au mois de juin et aujourd'hui dans celle qui est en train de peut-être s'achever. Bon, je pense que il est le leader. Trump, c'est par soutien, je dirais, à Netanyahou qui a développé un discours qui a souvent été accepté, qu'il serait le représentant du monde occidental dans ce monde de barbares sur place. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, une représentation absolument abjecte et très, très contestable. Parce qu'en fait, on identifie le monde occidental aux valeurs démocratiques, à la défense des libertés, etc., etc., ce qui quand même reste largement approuvé pour ce qui concerne l'État d'Israël qui commet les guerres que l'on sait, le génocide que l'on sait et les violations incroyables qui s'autorisent sur les prisonniers palestiniens ou dans les territoires occupés. Donc, considérer que ce pays représente des valeurs de liberté et de démocratie, ça me paraît quand même très contestable. Et par ailleurs, considérer que c'est lui le représentant, à la différence de tout le reste du monde arabe, en fait, qui serait un monde hostile aux libertés, à la démocratie, c'est très, très scandaleux. Et c'est continuer d'attribuer une valeur civilisatrice à l'Occident. On peut dire que l'histoire a montré que c'était un peu plus compliqué que ça, quand même. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que c'est lui qui est à la manœuvre, mais un peu dans une stratégie impériale de Trump. Et moi, tout le monde a retenu cette signature de l'accord comme ça à table, Trump qui fait ses grands gestes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que il est arrivé, Trump, il a dit c'est moi le boss, je suis le patron. Il est arrivé au G7 en disant je suis le patron. Avec une heure de retard. Oui, et que tout le monde accepte cette hiérarchie
et cette vassalisation, en fait, et donc la reconstitution d'un empire avec des représentants qui sont ceux qui sont chargés de faire valoir la politique favorable aux leaders de l'empire, et en l'occurrence Israël dans le Proche et Moyen-Orient. J'ai eu le plaisir de vous recevoir dans un autre cadre, le cadre de ma chronique de Critique Média, qui d'ailleurs est adossée à Regard, qui s'appelle Mon œil. Et vous aviez insisté, on avait été amené à aborder cette question partiellement, mais vous aviez insisté sur le fait de ne pas tomber dans le piège d'une guerre de religion. Oui. Ben, c'est-à-dire que, oui, alors il y a ceux qui disent Israël défend les valeurs occidentales, et puis ça c'est une première version, et puis il y a ceux qui disent, en fait, ce qui s'affrontent, c'est des juifs et des musulmans. Voilà, ça serait l'autre lecture qui est proposée, alors que ce que je crois profondément, c'est que ce sont des guerres, il y a des intérêts politiques qui sont en jeu, et il y a une exigence d'un peuple, le peuple palestinien, à recouvrer ses droits, c'est-à-dire avoir un État viable, avec des institutions reconnues à l'échelle internationale et des conditions d'existence. Quand on dit un État viable, c'est-à-dire c'est des conditions par sa géographie, c'est-à-dire l'accès à la mer, l'accès à l'eau, la continuité territoriale, etc., qui lui permettent de se développer. Et je pense que c'est véritablement ça la question centrale qui se joue en Israël-Palestine, d'une part, et d'autre part, c'est la question de l'idée que se font les dirigeants d'Israël de leurs relations avec les autres États. Ce sont des questions politiques qui sont là et qui sont en jeu, et pas des questions religieuses. Il y a quelque temps, sur France Culture, Guillaume Erner avait posé la question, recevait Francesca Albanese, la représentante de l'ONU pour ces territoires, et les territoires palestiniens, et il l'avait taxé de l'un des plus fervents ou l'un des plus connus soutiens des Palestiniens. Ce à quoi elle a répondu: pas du tout, je suis un soutien du droit international. Est-ce que c'est également votre cas? C'est-à-dire mon cas. Est-ce que je me positionne comme ça? Oui, est-ce que vous vous positionnez comme étant principalement une défenseur du droit international et accessoirement, évidemment, puisqu'ils en sont victimes, des Palestiniens? Je pense que je ne suis pas dans la position de Madame Albanese. Elle est missionnée par l'ONU, et donc elle est là en tant que diplomate pour constater les manquements au droit international. Moi, je pense que le droit international est notre seule manière de supporter ce monde qui, sans ça, n'est qu'un monde de violence et de puissance. Donc, si on veut pouvoir continuer de vivre sans avoir une guerre tous les 4 matins, de toutes sortes, hein, d'ailleurs, les guerres chaudes ou les guerres froides ou les guerres commerciales ou les guerres numériques, etc. Je pense que le droit international est la seule solution pour le supporter et s'en sortir. Mais ceci étant, je suis soutien du peuple palestinien. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement... oui, je défends le droit international, mais je défends en particulier ce peuple qui est probablement le peuple le plus martyrisé sur Terre, et qui, à ce titre, a ma sympathie, mon soutien. Voilà, je ne l'oppose pas, mais je ne suis pas Madame Albanese. D'accord, j'entends parfaitement. Comment vous jugez la position de notre ministère des Affaires étrangères et de son ministre Barrot sur cette question-là, notamment évidemment depuis le 7 octobre, enfin l'après 7 octobre, et jusqu'à aujourd'hui, on a eu un nombre record, je le précise pour nos amis, on a eu un nombre record de communiqués disant que le ministère et la France déploraient, regrettaient, faisaient état de leur stupéfaction dans le meilleur des cas. Est-ce que vous jugez que nous avons été en France à la hauteur diplomatiquement des enjeux qui se jouent au Moyen-Orient? Alors, je vais dire globalement absolument pas. Ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire qu'en fait, on passe son temps à avoir des larmes de crocodile, en fait, parce qu'elles ne sont suivies d'absolument aucun effet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sanction qui est prise, aucune rétorsion. On accepte
que les personnalités condamnées par le tribunal pénal international survolent le territoire français sans aucun problème. En revanche, on interdit d'entrer des personnalités très importantes du monde scientifique ou de la culture palestinienne ou politique. Donc, vraiment, on voit que c'est pas du tout suivi des faits et c'est même, je crois, une politique assez dure. On n'accepte pas les enfants qui sont blessés à Gaza dans les hôpitaux français. On refuse les visas pour les étudiants palestiniens. On refuse des visas alors qu'il y a des personnalités qui sont invitées dans des festivals et on leur refuse le droit d'entrée. Bref, il y a une politique effective qui est choquante. Voilà. Alors, ça n'a pas toujours été totalement vrai. Moi, je me souviens d'avril dernier, quand Emmanuel Macron s'est rendu en Égypte et s'était approché de la frontière avec Gaza et avait dit qu'il fallait faire un plan international pour la reconstruction de Gaza. Bon, c'était une bonne idée et moi, j'avais à l'époque, parce que je suis urbaniste aussi dans ma vie, et j'étais très favorable et j'avais essayé de mon côté aussi d'agir pour que en effet, il y ait que la France puisse apporter pas simplement des capitaux et des grosses machines à faire du béton, mais éventuellement des compétences, des connaissances, comme par exemple l'exposition superbe qui avait eu lieu à l'Institut du monde arabe racontant l'histoire de Gaza comme vraiment un territoire d'histoire depuis plusieurs millénaires. Donc voilà, il y a des moments où Macron a tenté des petites choses, mais à ce moment-là, Trump a dit « Ah non, mais moi je vais faire mon conseil de la paix, je ne sais pas quoi, pour de la reconstruction de Gaza avec son ami Tony Blair. » Et donc, ça s'est arrêté, quoi. C'est-à-dire que Macron, il a retiré ses billes et puis il n'a rien fait. Donc, ce que je trouve, c'est que c'est souvent très faible, velléitaire, il n'y a pas grand-chose. C'est parfois très choquant. Et quand il y a eu quelques petites avancées, elles se sont vite arrêtées, quoi. Donc, c'est très dommage, d'autant qu'on voit avec ce que fait Pedro Sanchez en Espagne qu'il y a vraiment matière à une autre position, une autre politique qui peut rassembler, qui peut être entendue et rassemblée. Et ce n'est pas ce qu'on fait en France. Voilà. Absolument. Nous avions eu l'occasion d'en parler. D'ailleurs, on le retrouve dans les archives d'Observe Actu TV, un de nos confrères espagnols, où on avait évoqué effectivement la position courageuse de Sanchez et de l'Espagne en général. Alors, en même temps, courageuse, tu vois, Mourad, si vous permettez, c'est que c'est un courage qui est relatif quand même non plus. Ça va, quoi. Hein, je veux dire, d'accord, il dit l'Espagne ne participera pas, je ne sais plus comment c'est ce tournoi, à l'Eurovision. Enfin bon, c'est pas non plus. Il demande des sanctions au Parlement européen. Il reste quand même dans des cadres qu'il ne faut pas être un kamikaze pour s'allier avec Pedro Sanchez. C'est ça que je veux dire. C'est pas non plus un activiste. Voilà. C'est tout à fait ce qu'on attend d'un chef d'État à minima. Oui, mais vous savez, là, le courage est toujours une notion très relative. Et quand on parle de courage à propos de Sanchez, c'est au regard de ce que ne font pas les autres, voire même la collaboration de certains pays. Je suis d'accord. Justement, sur ce petit pays, les pro-Netanyahou, ceux qui refusent de voir les actions criminelles de guerre, voire génocidaires, évoquent souvent le fait que qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à un si petit pays en disant vous ne vous intéressez pas au Soudan, gna 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 gna, alors que ce n'est pas du tout le même contexte. Je vais renverser la question, parce que cette question sous-entend que nous serions antisémites, et c'est pour ça que nous accuserions Israël de ces crimes. Qu'est-ce qui fait, selon vous, Catherine Tricot, qu'un si petit pays soit l'objet de tels enjeux? D'abord, je pense qu'il y a l'histoire de la création de ce pays et qu'en fait, il est quand même assez difficile de supporter que ce pays qui a été créé parce que en Europe s'était développé l'antisémitisme et parce qu'il y avait eu le nazisme, donc on a donné droit
à la demande sioniste de création de l'État d'Israël. Et quand je dis demande sioniste, je ne fais pas une insulte, hein, je qualifie juste un mouvement politique qui le revendiquait. Ça a été, il y a eu, on a donné la possibilité de la création de l'État d'Israël. On lui a pas donné, on l'a pas fait pour qu'il martyrise ses voisins. Je pense que c'est ça qui est déjà très choquant en fait, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, on est en tant qu'Européens liés à son histoire, à sa création, et on a une responsabilité de refuser que quelque chose dont nous avons pour partie une part de responsabilité dans la création tourne à cette honte absolue de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce dessaisissement non seulement de la terre, des droits politiques, mais ça va jusqu'à, et c'est pour ça que le terme de génocide me convient, ça va jusqu'à l'éradication d'une culture et d'une mémoire. C'est-à-dire vraiment tuer le peuple dans sa continuité historique. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ça, je pense que c'est pour cela que, bon, par ailleurs, on peut aussi se dire que c'est un pays qui est connu, enfin, au sens où beaucoup de Français ont des familles, ont visité, que ce soit le Liban, il y a beaucoup de continuité avec le Liban, entre la France et le Liban, Israël, le monde arabe. Donc, c'est une partie du monde avec lequel nous avons des liens qui sont anciens et que donc, oui, je crois que d'une certaine manière, c'est vrai que cette continuité historique, affective avec cette partie du monde fait qu'on y est impliqué. Mais ça tient quand même d'abord au scandale qui est en cours et qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se détourner compte tenu de notre responsabilité, de notre histoire. Voilà, c'est ça que je ressens. Je ne sais pas, vous voyez comment. J'ai envie de vous retourner la question, comment, parce que c'est la première fois qu'on me demande pourquoi ça, je ne sais pas. Mais alors, ça serait ça ma réponse. Je vais étendre un tout petit peu la question. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les USA soutiennent, alors ça c'est en train de bouger un tout petit peu, mais soutiennent mordicus et à fond perdu ce petit bout de pays paumé, qui serait, je pense, à peu près incapable de situer sur une carte. Mais parce que je comprends les liens entre la France, Israël et ainsi de suite, mais qu'est-ce qui fait que les USA, quel que soit le président, ont toujours soutenu à ce point-là ce tout petit pays? D'abord, je pense qu'il y a un poids non négligeable des Juifs aux États-Unis qui ont pris fait et cause pour Israël et ça a été une continuité. D'ailleurs, que ce soit les démocrates ou les républicains au pouvoir, il y a une vraie action pour que Israël soit soutenu par les États-Unis. Ça me semble être un élément, et dans le revirement qui est en train de se produire, qui est assez remarquable, c'est-à-dire qu'on a désormais une partie non négligeable des Américains qui considèrent qu'il y a un problème sérieux avec Israël et que là, on ne peut pas continuer de soutenir comme ça, mordicus, ce pays et sa politique. Ça, c'est un élément. Et d'autres éléments que moi, j'avais... ce qui se passe en Israël, c'est peut-être pas OK du tout. Hein, donc, on n'est peut-être pas obligé de continuer de soutenir ce gouvernement-là. Et plus significatif encore, l'élection de Mamdani à New York. Mamdani, donc, vous vous souvenez, vient d'être élu et devient maire depuis le 1er janvier à New York. Il est connu pour son engagement en faveur du peuple palestinien. Et dans une ville dans laquelle... vraiment l'influence des militants en faveur d'Israël est très importante, ça ne l'a pas du tout empêché d'être élu. Et même mieux, les sondages disent plutôt que finalement, ces hommes qui sont du côté d'Israël, ces hommes et ces femmes qui sont du côté d'Israël, eux aussi, ils sont capables de bouger et de s'interroger et de se dire que peut-être qu'il y a un problème et que Mamdani, il pose peut-être de bonnes questions. Moi, c'est un enjeu très important aux États-Unis, notamment, ça on l'a vu dans les universités américaines, hein, mais je pense qu'il y a
une tonicité, je dirais, de toute la communauté étudiante, intellectuelle, militante, qui a finalement est en train de marquer des points, d'autant plus que l'autre là, je veux dire, il est nos limites, hein, lui, hein, c'est, on voit pas, il est dans une course sans fin, une fuite sans fin, il n'est pas le seul, hein, dans les dirigeants des droites, je dirais, du monde occidental à vriller et à partir de plus en plus à l'extrême droite. Finalement, je suis en train, en parlant, de me dire le nombre de pays où ce schéma se reproduit. Ce n'est pas spécifique à Israël de voir la droite, parce que Netanyahou, c'est le représentant du Likoud, donc un parti de droite traditionnel, et qui s'est allié avec l'extrême droite. Et c'est un schéma que l'on voit de plus en plus, soit que c'est l'extrême droite qui a mangé le parti de droite, comme aux États-Unis avec Donald Trump, soit des alliances, comme on le voit de plus en plus en Europe. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Donc, je pense qu'il y a quand même une réaction internationale, une compréhension internationale de ce qui est en train de se passer. Et pour faire un parallèle avec l'ancien président brésilien, il y a aussi, ne l'oublions pas, lorsque ces dirigeants-là sont confrontés à des potentielles poursuites judiciaires, ou qui sont empêtrés dans des dossiers judiciaires ou de corruption, doivent tenir à tout prix, coûte que coûte, pour ne pas aller devant les juges, et sont prêts à tout pour ça. On va revenir. Il sauve sa peau. Exactement, c'est ça, pour le dire très simple. C'est incroyable de penser que que des guerres peuvent être faites pour ça. Mais ceci étant, je dis c'est incroyable, mais quand on y réfléchit, ce qui s'est passé en Libye, avec l'attaque qui a été conduite par la France en Libye contre Kadhafi, on se dit tiens, c'est quand même ce monsieur qui était président de la République, Sarkozy, et qui va très probablement, qui a déjà été condamné une fois et qui va probablement l'être confirmé dans sa condamnation. Voilà, il a été capable, pour des enjeux personnels, en fait, hein, de mettre en guerre un pays. Et Netanyahou, c'est ce qu'il est en train de faire dans la région. C'est pas la seule raison, hein, ceci étant. Hein. Je veux dire, il y a quand même le fond, c'est l'idéologie du grand Israël, d'une part, et d'être une superpuissance dans un monde de chaos. Absolument. On va revenir en France un instant, toujours sur ces questions. Est-ce que, d'une part, vous êtes favorable à ce que la France agisse de manière judiciaire concernant les soldats franco-israéliens qui ont participé au massacre et qui, après avoir été glorifiés par les médias français, par une partie des médias français, bien sûr, les médias mainstream, qui en faisaient des héros qui quittaient tout en France pour aller sauver leur pays de cœur. Et par extension, est-ce que vous souhaitez, alors je reparle de Francesca Albanese, puisqu'elle s'exprime beaucoup sur ces questions-là, est-ce que vous pensez que les médias français qui ont accompagné ce génocide devront un jour rendre des comptes? Je pense que ça se fera. C'est-à-dire qu'en fait, les médias finissent par devoir rendre des comptes sur leur positionnement dans les différents moments cruciaux de notre histoire. C'est le cas pour ceux qui ont soit soutenu les guerres coloniales, ou ceux qui se sont mis du côté de ceux qui les ont combattus. On s'en souvient, on le sait, et ça s'est passé aussi au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, je pense que chacun porte une responsabilité de ce qu'il fait, et qu'il n'y a pas d'oubli de tout ça. On n'est pas un peuple d'amnésiques, de poissons rouges. Alors, ils en rendront des comptes, je ne sais pas sous quelle forme. En tout cas, le discrédit, c'est une manière quand même de disqualifier et de faire rendre compte à des journaux qui n'ont pas fait leur travail. Ça, c'est pour la deuxième question, pour les journaux. Pour la première, moi, je considère qu'ils devraient être jugés en France, et que ça devrait être, je veux dire, les citoyens français, quand ils commettent des crimes à l'étranger, sont jugés en France pour les crimes qu'ils ont, enfin, peuvent être jugés en France pour les crimes qu'ils ont commis. Et je pense que souvent on l'exige, notamment quand des pays étrangers sont des pays où il y a des peines comme la peine de mort qui peut être engagée, ou des choses comme ça. On demande à ce que le procès puisse avoir lieu en France. Et moi, je souhaiterais que ça ait lieu en France, qui nous permettrait
d'avoir cette conversation publique, politique. Mon propos n'est pas d'exiger la peine. C'est pas mon enjeu là, c'est pas la peine qu'on leur ferait subir, mais par contre d'avoir une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être un soldat et d'être un soldat français, y compris un soldat engagé auprès d'un pays quand on a la double nationalité, comme c'est le cas pour ces gens-là. Quels sont les principes auxquels on ne peut pas déroger. Moi, j'aimerais bien que ça puisse avoir lieu. Très bien. Je voulais pas. Alors, on va finir évidemment par la célébration du centenaire de Regard. Vous allez nous parler des événements qui vont l'entourer. Je voulais juste avoir une dernière question d'ordre général. Bizarrement, je veux dire, on pourrait imaginer de l'extérieur d'un pays étranger que la France, pays des droits de l'homme, soit au top du top, peut-être à égalité ou juste derrière la Norvège pour la liberté de la presse. Ce n'est pas le cas du tout. Comment vous comprenez ça? Et d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la liberté de la presse en France pose problème actuellement? Très clairement, et pas d'abord par une censure. Ça ne se passe pas comme à d'autres périodes avec une censure directe de l'État. Par contre, les principes de non-regroupement dans les mains de quelques oligarques des moyens de la presse ne sont pas respectés, alors que ça devrait encore régir les principes français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu d'évolution des droits, notamment au regard des nouveaux médias. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cas de Regard, mais c'est le cas de beaucoup, c'est le cas de ce que vous faites, Mourad, avec votre chaîne YouTube Mon Œil, qui constitue un travail de journaliste, mais qui ne reçoit aucun appui, aucune aide, parce que nous ne sommes pas... Regard, on est un journal aussi papier, mais on est essentiellement désormais sur les réseaux en ligne, etc., numériques, et on n'a pas du tout d'appui pour que cette presse, c'est pas une presse justement, pour que ces médias qui sont des médias nouveaux bénéficient de l'appui de la puissance publique pour faire vivre la démocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis frappée, moi, de voir que dans les grands médias, moi je dirais pas mainstream, parce que mainstream, ça met tout le monde dans le même sac, alors que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je veux dire, il n'y a pas exactement d'égalité entre le service public, en tout cas à mes yeux, le service public et BFM, quand bien même BFM a un cahier des charges et qu'ils sont donc tenus de faire un certain nombre de choses, notamment un minimum de respect de la pluralité, du pluralisme qu'ils ne font pas. Mais dans les médias de service public, ce qu'il me semble, c'est que, et j'ai beaucoup fréquenté, je continue beaucoup de travailler avec eux, c'est que en fait, la représentation qu'ils se font de la société française est à l'exclusion de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Quand je dis l'extrême gauche, tout le monde comprend que ce que je veux dire, c'est la France insoumise, le Parti communiste, la gauche radicale, enfin ça n'existe quasiment pas dans cet espace. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, les médias de service public rassemblent le cercle de la raison, qui va de la social-démocratie jusqu'à la droite dite républicaine. Donc c'est ça qui a droit de citer fondamentalement, aussi bien par les intervenants, les journalistes, les experts, enfin tout ce monde-là, c'est eux qui ont la parole, alors que on peut dire sans se tromper qu'ils ne représentent pas la totalité du spectre de français, peut-être même pas la majorité. Donc là, il y a quand même une question pour le service public qui ne peut pas rester en l'état. C'est-à-dire que là, il y a une exigence que le pluralisme soit effectif dans tous les aspects. C'est-à-dire c'est pas simplement ce qu'on dit au journal télévisé, et c'est tous les participants, les intervenants qui
font du discours politique, mais aussi les humoristes, par exemple. Enfin, je veux dire, vous avez reçu Mourad Guillaume-Meurice, qui s'est rendu célèbre, notamment parce qu'il s'est fait virer de France Inter, alors qu'il il participait à une émission avec Charline Vanhoenacker, qui était une émission qui avait un très grand succès, mais on l'a quand même viré parce qu'il avait gagné en justice, mais considéré comme fautif par la direction de France Inter. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une question de cette diversité de sensibilité politique, générationnelle, culturelle, sociale. Les gens, on ne voit pas beaucoup de gens des quartiers populaires à la télé. On ne voit pas beaucoup de gens des campagnes et des petites villes à la télé. On ne les voit pas beaucoup, ou à la radio. On ne les entend pas beaucoup. Donc, pour moi, il y a un vrai souci d'offrir des services publics d'information et de généralistes. Enfin, je veux dire, la télévision et la radio, ça n'a pas seulement une fonction d'information, mais aussi d'éducation, de divertissement, etc., qui soient beaucoup plus divers que ce que cela n'est dans plein de domaines. Pas simplement, encore une fois, pas simplement sur les enjeux idéologiques, même si cela nous intéresse particulièrement, Mourad, mais moi, je trouve que ça ne va pas, quoi. Vous regardez la tête des émissions de France Inter, non mais franchement, c'est stop, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. La génération et l'entre-soi social est vraiment, vraiment choquant, quoi. Et l'entre-soi familial, par ailleurs, je dirais ça au passage. Enfin, c'est quand même intéressant de voir que celui qui officie sur France Inter a sa compagne qui officie sur France Info à la même heure pour faire l'interview politique du matin, et sa maman qui officie le soir. Enfin bon, là, stop, quoi. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui est vraiment... je ne sais pas s'ils se rendent compte que les gens le savent et que ça nous choque. Je ne porte pas je ne discrédite pas le travail, en l'occurrence, de ces 3 journalistes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais ils ne sont pas les seuls à être des bons. Et je pense qu'ils ne sont pas mauvais, mais il y en a d'autres. Et il y a quelque chose qui est vraiment, voilà, qui relève d'un entre-soi amical, familial, qui ne peut pas durer. Je vous invite à aller voir l'émission Quelle époque, si vous avez vraiment, vraiment rien d'autre à faire, qui avait reçu Nathalie Saint-Cric, et en fait, ils en riaient de ça. Il y avait même eu des applaudissements au moment où on voyait la photo de famille, où effectivement apparaissaient tous les gens dont vous parlez. Juste pour finir, je voudrais préciser quand même que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la présence des forces politiques dans les émissions du service public, je voudrais quand même préciser que Bardella, Jacobelli, par exemple, et Chenu ont relativement ouvert sur France Info, je suis bien placé pour vous le préciser, et que de plus en plus ils sont présents, ainsi que d'autres cadres du parti d'extrême droite. Alors je voulais pas, comme je vous l'avais précisé, je voulais pas qu'on se quitte sans, puisque l'heure tourne, sans qu'on évoque évidemment les 100 ans de Regard avec un S, je le précise, donc qui est né en 1928, c'est ça ? C'est ça. Alors, Regard, ça naît donc dans un... Il a toujours été d'obédience, je dirais, communiste, communiste jusqu'aux années plus récentes, où là, maintenant, on n'est plus communiste, on est affranchi de cette identification resserrée, je dirais. Mais Regard est né dans la mouvance communiste, avec des modèles. Il y avait un grand journal allemand qui était un modèle à l'époque et qui a été le premier à utiliser la photographie pour informer ses lecteurs, et la photographie qui raconte à la fois la vie quotidienne, qui raconte les guerres en Espagne, le photomontage pour pouvoir faire de la propagande, de la contestation des systèmes nazis, du nazisme qui est en train de s'installer ou du fascisme qui se développait en Italie. Donc en 1928 se crée ce journal qui va être un journal extrêmement important, qui va tirer à 500 000 exemplaires, donc un hebdomadaire, qui était c'est un peu, d'une certaine manière, pour se le représenter, c'est un peu l'ancêtre de Paris Match qui se construit après-guerre. Donc à l'époque, avant-guerre, il y a Vue et Regard, et donc c'est dans Regard que les photographes
je dirais, les plus à gauche, les plus humanistes, les plus engagés, ont publié leurs premières photos ou leurs reportages, comme Capa, comme Cartier-Bresson, comme Robert Doisneau, enfin vraiment les grands noms de la photographie ont été publiés par Regard, ce qui fait que assez régulièrement, on nous appelle à la rédaction pour récupérer des clichés, des droits sur des photos. Je précise que nous n'en avons aucun, parce qu'avec les histoires longues, eh ben, les archives se perdent, etc., etc. Donc nous n'avons plus rien de tout ça, mais nous avons quand même cet héritage. Et donc ça nous est apparu intéressant de se replonger sur cette histoire, parce qu'en fait c'est l'histoire de l'invention d'une autre forme de journalisme très différent de ce qu'il y avait avant et qui va amener jusqu'au journalisme, aux journaux magazines qu'on a connus jusqu'à maintenant. Et donc, on a ce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on avait comme en tête. Là, depuis un an, on fait sous l'égide du Musée d'Histoire Vivante un colloque, enfin un séminaire plutôt, un séminaire scientifique où il y a, je sais pas, 25 scientifiques qui apportent leur contribution, examinent Regard, alors de différents points de vue. Évidemment, Regard et la photographie, ça tombe sous le sens, mais comment Regard a regardé les guerres coloniales, comment Regard a traité la question de la place des femmes, comment Regard a regardé l'Union soviétique, les rapports de Regard avec le Parti communiste, etc., etc. Donc, on va avoir un matériau extraordinaire de connaissance de cette histoire de Regard, qui donnera lieu à une publication. Ça, c'est pour les gens les plus intéressés par l'histoire de la presse. Et on est engagé vers la création d'une exposition qui sera une exposition a priori extérieure, c'est-à-dire sur les places, qui a vocation à être sur des places publiques et qui parlera de l'engagement de la presse et qu'on pourra aller jusqu'à aujourd'hui et les médias d'aujourd'hui dans le combat antifasciste, parce que c'est quand même une des apports les plus importants qui a été celui de Regard de son combat dans sa continuité contre l'extrême droite et le fascisme. Et donc, j'allais dire, cette question ne nous a jamais quittés. Elle est quand même passée un petit peu en dessous pendant quelques décennies, et puis elle ressurgit là maintenant de plus en plus. Et donc, ça nous amuse, intéresse, et on ne fera pas que Regard. On regardera d'autres journaux, et jusqu'à pousser à aujourd'hui, qu'est-ce que les uns et les autres ont fait, et notre responsabilité en tant que médias et en tant que journalistes pour s'opposer à cette menace terrible qui pointe. Cette exposition va tourner en France ou elle va être... Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Non, ce sera une exposition pour les places publiques, donc qui sera reproductible, qui tournera. On est accompagné par un très grand metteur en scène, donc ça ne sera pas 4 panneaux avec des photos et du texte, ça sera quelque chose, ça sera un objet, ça sera une exposition objet. Donc là aussi, on va essayer d'être à la hauteur de nos ancêtres, c'est-à-dire un peu innovant. J'en doute pas un seul instant. Merci infiniment. Alors évidemment, à suivre au fil de l'eau les programmations et le parcours de cette exposition sur regard avec un s.fr et au travers évidemment de la newsletter. Merci infiniment Catherine Tricot. Vous passez notre message confraternel à vos collègues, consoeurs et confrères et on vous dit, je l'espère, à très bientôt. Merci Mourad, à bientôt, bon vent.